C'était un titre qui a choqué l'Amérique et le monde entier. L'une des plus grandes stars du basket de son époque, Kobe Bryant, des Los Angeles Lakers, tué dans un crash d'hélicoptère avec sa fille et 7 autres personnes. Des millions de personnes ont pleuré la perte de la superstar, seulement 4 ans après sa retraite. Mais même alors que les hommages affluaient du monde entier, sur la colline du sud de la Californie, où l'accident s'était produit, les enquêteurs travaillaient d'arrache-pied, rassemblant tous les indices pour comprendre comment cela avait pu arriver. Et l'histoire qu'ils ont découverte était bien plus grande que Kobe lui-même. En fait, c'est crucial pour toute personne qui pilote de petits avions ou des hélicoptères, peu importe qui vous êtes ou où vous vous trouvez. L'histoire a commencé à l'aéroport John Wayne Orange County, ou SNA, à Santa Ana, en Californie, le matin du 26 janvier 2020. Sur l'hélipad, un hélicoptère de transport Sikorsky S-76B, âgé de 29 ans et exploité par Iceland Express Helicopters, attendait pour prendre en charge un passager très célèbre. Ce matin-là, Kobe Bryant et sa fille de 13 ans devaient voler avec 2 autres membres de l'équipe de basket de sa fille, quelques parents et un entraîneur. La destination était la propre académie sportive de Kobe à Thousand Oaks, où il devait coacher le match de basket des enfants plus tard dans la journée. L'hélicoptère avait été affrété parce que le trajet en voiture de Santa Ana à Thousand Oaks, à travers le trafic légendaire de Los Angeles, aurait pris plus de 2 heures, alors qu'un vol en hélicoptère ne durerait qu'environ 30 minutes. Et le prix élevé n'était pas vraiment un problème pour un multimillionnaire comme Bryant. Mais Kobe était connu pour être particulièrement exigeant en ce qui concerne les hélicoptères. Il savait que prendre régulièrement l'hélicoptère l'exposait à un risque d'accident plus élevé que la plupart des gens, et il avait donc des critères très stricts pour toute compagnie ou tout pilote à qui il confiait le soin de le transporter, et surtout lorsqu'il s'agissait de ses enfants. Il avait contacté une compagnie d'affrètement aérien dont il appréciait l'éthique, mais celle-ci n'avait pas d'hélicoptère assez grand et a proposé de lui en trouver un comme intermédiaire. Ils n'ont trouvé qu'une compagnie d'hélicoptères répondant aux critères stricts de Kobe sur le type, la sécurité et la culture d'entreprise. Et cette compagnie, c'était Iceland Express Helicopters. À partir de ce jour-là, Kobe n'a plus jamais volé avec qui que ce soit d'autre. Le principal secteur d'activité d'Iceland Express était d'assurer des vols charters entre l'aéroport de la région de Los Angeles et les Channel Islands au large de la côte, d'où son nom. Ils offraient aussi des vols charters à la demande dans toute la région de Los Angeles avec des hélicoptères de taille variée. Le plus grand modèle de leur flotte était le Sikorsky S-76, un appareil éprouvé couramment utilisé pour le transport de VIP et le soutien des plateformes pétrolières offshore. L'hélicoptère utilisé par Kobe Bryant avait été fabriqué en 1991, puis acquis par Iceland Express en 2015, après quoi il avait été entièrement rénové afin de le rendre adapté au transport commercial de passagers et aux VIP. Le S-76 a généralement un bon bilan de sécurité et cet hélicoptère en particulier était bien entretenu et également en excellent état mécanique. Ce jour-là, l'hélicoptère était piloté par un pilote chevronné de 50 ans, doté d'une grande expérience, et un total de 8 577 heures de vol, dont 1250 sur le S-76. Il était également le pilote en chef d'Iceland Express. Il était le seul pilote en qui Kobe avait confiance pour transporter ses enfants non accompagnés, et il transportait régulièrement la famille. En fait, ils se connaissaient tellement bien qu'ils étaient apparemment devenus amis. En plus d'être le pilote en chef, il était également instructeur de vol et au sol qualifié, et il détenait une qualification de vol aux instruments, ce qui lui permettait de voler dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, ou IMC, sans référence visuelle au sol. Mais le vol d'Iceland Express était opéré selon les règles de vol à vue, ou VFR, ce qui signifie qu'il devait maintenir un contact visuel avec le sol en permanence et ne pouvait pas légalement entrer dans des conditions IMC. Ainsi, le pilote n'avait que 75 heures de vol aux instruments, dont seulement 7 en conditions IMC réelles. Le reste avait été simulé en portant une visière pour bloquer sa vue à l'extérieur, et l'utilisation d'une visière est une technique d'entraînement courante puisqu'elle permet de simuler des conditions météorologiques de vol aux instruments même par temps ensoleillé. Et cela permet de faire l'entraînement aux instruments à tout moment sans avoir à attendre le bon type de météo, et cela permet aussi de rétablir rapidement les repères visuels si nécessaire.
Mais porter une visière n'est pas aussi efficace pour consolider les techniques de vol aux instruments que l'expérience réelle en conditions IMC, pour des raisons que j'expliquerai bientôt. Quoi qu'il en soit, le pilote s'est présenté au travail ce matin-là en pleine forme après une nuit de repos normale, et il avait commencé à préparer le vol charter de Kobe dès son arrivée au bureau. Le plan était de voler de Santa Ana jusqu'à l'aéroport de Camarillo, qui était l'aéroport le plus proche de l'académie de sport de Kobe. Le trajet devait survoler Los Angeles en VFR basse altitude, puis traverser l'espace aérien de classe C des aéroports de Burbank et Van Nuys. Et ensuite vers l'ouest jusqu'à Camarillo en suivant l'autoroute US 11 au-dessus des montagnes de Santa Monica. La veille, il avait emmené Kobe vers la même destination en partant directement à l'ouest depuis le centre-ville de Los Angeles, survolant directement les montagnes jusqu'à Camarillo. Mais d'après les bulletins météo de ce matin-là, il était évident que cela ne fonctionnerait pas. Ainsi, après avoir convoyé l'hélicoptère de Long Beach à Santa Ana, le pilote avait parlé au propriétaire du courtier que j'ai mentionné plus tôt et lui avait montré la situation météorologique sur l'application 4Flight qu'il avait installée sur son téléphone portable. L'application montrait des retours météo bleus près de la destination, ce qui signifiait un plafond nuageux entre 1000 et 3000 pieds au-dessus du niveau du sol. Mais il y avait aussi des retours rouges au-dessus du centre-ville de Los Angeles, de Burbank et de Van Nuys, avec des plafonds nuageux entre 500 et 1000 pieds là-bas, et ou une visibilité de 1 à 3 miles. Le pilote a déclaré qu'il voulait monter et contourner la zone rouge en volant vers le Dodger Stadium à l'est du centre-ville de Los Angeles, puis en contournant l'extérieur de Burbank et ensuite Van Nuys via l'autoroute 118. Et à ce moment-là, Burbank signalait une visibilité de 3 miles dans la brume et des nuages à 1100 pieds au-dessus du sol, tandis que Van Nuys signalait le même plafond et 2 miles et demi de visibilité. Le Service météorologique national avait également émis un avis AirMet avertissant de conditions de vol aux instruments, IFR, dans les montagnes de Santa Monica, avec un obscurcissement des montagnes par les nuages et la brume. Le phénomène météorologique dominant ici était ce qu'on appelle une couche marine. C'est essentiellement une couche étendue de brouillard ou de nuages bas qui se forme au-dessus de l'océan et avance vers la Terre chaque matin, un phénomène très courant le long des côtes californiennes. À Los Angeles, en janvier, les hautes pressions à l'intérieur des terres repoussent habituellement la couche marine au large en milieu de matinée, mais ce jour-là, elle était exceptionnellement persistante, réduisant davantage la visibilité sur une partie des routes prévues par le pilote. Les informations contenues dans l'AirMet et les dernières observations météorologiques de l'aéroport sur le trajet auraient été fournies au pilote lors d'un briefing météo pré-vol de routine, ce qui était exigé par Iceland Express. Mais les enquêteurs n'ont ensuite trouvé aucune trace que le pilote ait effectivement reçu un briefing ce jour-là. Il se peut qu'il ait consulté ces informations météorologiques via 4Flight à la place, mais nous n'en sommes pas vraiment certains puisque cette information n'a pas été enregistrée. Donc, au final, il n'est pas clair si le pilote avait pleinement compris les conditions météorologiques auxquelles il allait être confronté, surtout en montagne, où l'altitude du terrain le long de l'US 101 était très proche des plafonds nuageux signalés à Burbank et Van Nuys, à proximité. Pénétrer dans cette zone aurait été difficile dans les conditions signalées, surtout s'il devait respecter à la fois les règles de vol à vue et les procédures de la compagnie. Altitude minimale de 300 pieds au-dessus du terrain, alors que 500 ou 1000 pieds étaient en réalité recommandés. Néanmoins, le pilote a finalement dit au courtier qu'il pensait que le vol pouvait être effectué comme prévu, et le directeur des opérations chez Iceland Express était également d'accord de manière indépendante. Ce qui montre bien que ces deux personnes n'avaient probablement pas toutes les informations sur la météo réelle dans les montagnes. Se tenir informé de ce type d'informations est évidemment crucial, surtout lorsqu'on vole en VFR. Mais ce n'est pas le seul domaine où il faut être vigilant avec les informations. Lors de nos recherches pour ce type de vidéo, mon équipe et moi tombons parfois sur des coins douteux d'Internet. Des lieux où l'on peut exiger une connexion ou des infos pour accéder à certains articles et rapports. S'assurer de ne pas se faire pirater, hameçonner ou arnaquer devient alors une priorité. C'est là qu'intervient notre sponsor du jour, NordVPN. Vous voyez, Nord est doté de puissantes fonctionnalités de cybersécurité, comme sa surveillance du dark web, par exemple, qui analyse les marchés de données volées connus à la recherche de signes concernant vos informations, ainsi que sa fonctionnalité Threat Protection Pro, qui bloque les sites douteux et les téléchargements avant qu'ils ne deviennent une menace.
En 2025, Nord a bloqué 85% des tentatives de hameçonnage visant ses utilisateurs. Et le meilleur, c'est que toutes ces fonctionnalités de cybersécurité fonctionnent en arrière-plan, même si vous n'êtes pas connecté au VPN lui-même. Mais moi, j'adore pouvoir utiliser ce VPN quand je voyage, par exemple pour regarder du sport, comme aux derniers Jeux Olympiques où la belle-sœur de ma sœur a gagné l'or en curling. Maintenant, si vous voulez tout cela aussi, vous bénéficierez de 4 mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à l'abonnement de 2 ans en utilisant ce QR code ou en allant sur nordvpn.com/mentourpilot. Et n'oubliez pas, Nord vous offre toujours une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous ne perdez rien à essayer. Merci Nord. Maintenant, revenons à la vidéo. Juste avant 9 h, heure locale, Kobe Bryant et les autres passagers sont arrivés à l'aéroport et ont embarqué à bord de l'hélicoptère, se serrant sur 2 banquettes de 4 places côte à côte dans la cabine. Le pilote était assis à l'avant, à droite, le siège du commandant de bord dans la plupart des hélicoptères, tandis que celui de gauche était vide. Bien que de nombreux exploitants du Sikorsky S-76 utilisaient des équipages de 2 pilotes, il était homologué pour des opérations avec un seul pilote et Iceland Express ne fournissait qu'un seul pilote, sauf si le client demandait spécifiquement 2 pilotes. Après les vérifications pré-vol et avoir vérifié que tout s'était attaché, les moteurs ont démarré et le pilote a levé le pas collectif pour décoller de l'hélipad, se dirigeant d'abord au nord-ouest à travers Los Angeles vers le premier point de passage, le Dodger Stadium. Le premier tronçon s'est déroulé sans incident, le pilote gardant facilement ses distances avec le relief sans entrer dans la couche nuageuse. Il survolait donc simplement l'immense étendue de Los Angeles à une vitesse comprise entre 140 et 150 nœuds. 13 minutes après le décollage, alors qu'il se trouvait dans la zone du Dodger Stadium, le pilote a ensuite contacté la tour de l'aéroport de Burbank et a demandé une autorisation spéciale VFR pour traverser l'espace aérien de Burbank. Une autorisation spéciale VFR permet à un vol VFR d'entrer dans un espace aérien contrôlé près d'un aéroport lorsque les conditions météo ne respectent pas totalement les minimums du VFR de base. Ainsi, les opérations d'hélicoptère près de Burbank exigeraient une visibilité d'au moins 3 miles. Mais la visibilité à Burbank était maintenant tombée à seulement 2 milles et demi, donc le pilote a dû demander une autorisation spéciale VFR afin de pouvoir continuer. C'était une situation assez courante dans la région de Los Angeles, donc la demande en elle-même n'avait rien d'inhabituel. Mais le fait que les conditions se soient dégradées à Burbank aurait peut-être dû commencer à susciter des questions chez le pilote sur la météo et la visibilité le long de la route US 101 au-dessus des montagnes. Quoi qu'il en soit, la tour de Burbank n'a pas immédiatement accordé l'autorisation spéciale VFR en raison d'un trafic en conflit. Ils ont demandé à l'hélicoptère d'attendre au-dessus de Glendale, hors de l'espace aérien de Burbank, jusqu'à ce qu'une ouverture se présente. Et pendant que l'hélicoptère maintient ce circuit d'attente, je voudrais aborder quelques questions qui commencent peut-être à émerger ici. La principale question est de savoir pourquoi le pilote a décidé d'effectuer ce vol alors qu'il savait qu'il y avait une base nuageuse basse dans les montagnes le long de sa route. J'ai déjà mentionné les informations météorologiques incomplètes, mais cela à lui seul n'explique pas tout. Un mythe qui est apparu en tentant de répondre à cette question était que le pilote avait subi des pressions pour effectuer le vol, soit de la part d'Iceland Express, du courtier ou de Kobe lui-même. Mais la vérité, c'est que le Conseil national de la sécurité des transports n'a trouvé aucune trace ni indication de pression extérieure qui aurait pu pousser le pilote à prendre ce risque. En fait, les preuves indiquent le contraire. Tous les autres pilotes d'Iceland Express interrogés ont déclaré que la compagnie soutenait pleinement toute décision de retarder ou d'annuler un vol en raison de la météo. Et les registres montrent qu'au cours des dernières années, il y a eu plus de 150 annulations liées à la météo, dont l'une impliquait même Kobe Bryant. De plus, les pilotes ont rapporté que dans aucun de ces 150 cas, un client ne s'était plaint ou ne leur avait demandé d'effectuer le vol malgré tout. Rappelez-vous, Kobe savait que voler en hélicoptère pouvait être risqué, donc avec sa fille à bord, il aurait été impensable pour lui d'essayer de passer outre l'avis d'un pilote qui pensait qu'il ne serait pas judicieux de voler. La compagnie aérienne tenait des réunions de sécurité régulières et encourageait ses pilotes à interrompre un vol, à atterrir à l'aéroport le plus proche et à réserver un taxi pour les passagers si la météo devenait trop incertaine. Et personne ayant parlé au NTSB n'avait personnellement vu ce pilote en particulier adopter un comportement à risque. Cela nous amène donc à la question évidente. Pourquoi l'a-t-il fait alors?
Eh bien, la réponse ici est probablement que ce n'est pas parce que rien d'externe ne lui mettait la pression que le pilote ne ressentait pas lui-même la pression d'amener ses passagers à destination à l'heure. En fait, la pression que l'on s'impose soi-même peut être tout aussi dangereuse que la pression extérieure. Nous, les pilotes, voulons toujours amener nos passagers à leur destination prévue, car toutes sortes d'émotions sont liées à cet objectif. Des choses comme la fierté et notre propre sentiment de légitimité peuvent dépendre de l'accomplissement de cette mission, surtout lors de missions intimes comme celle-ci. Ce que je veux surtout souligner, c'est que ce genre de pression peut toucher tout le monde, sans qu'il faille quelqu'un comme Kobe Bryant derrière soi. Cela pourrait tout aussi bien arriver si cette personne est l'un de vos meilleurs amis, votre mère ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et parfois, cela peut même arriver lorsque vous volez sans aucun passager à bord. La façon de lutter contre cette pression est de vous fixer des minimums stricts pour vous-même. Vous devez vous dire que si la visibilité est inférieure à X ou si le plafond nuageux est en dessous de Y, alors je n'irai tout simplement pas. Je poserai l'avion ou l'hélicoptère et je prendrai un taxi. Et si jamais vous pensez que vous décevez quelqu'un, demandez-vous simplement « Est-ce que votre passager voudrait que vous preniez ce risque ?» Probablement pas, n'est-ce pas? Je veux aussi mentionner qu'Island Express avait en fait mis en place un cadre qui aurait dû aider ce pilote à résister à la pression et à éviter de prendre ce risque. La compagnie exigeait de ses pilotes qu'ils remplissent un formulaire d'analyse des risques avant chaque vol, où ils cochèrent des cases pour certains facteurs de risque qui correspondaient à des actions d'atténuation requises. Dans ce cas, le pilote avait coché la case pour des plafonds nuageux inférieurs à 2000 pieds, mais il n'avait pas coché les cases pour le VFR spécial en route et la visibilité inférieure à 3 miles, même si les conditions rapportées à Van Nuys répondaient aux critères pour ces cases. Maintenant, s'il l'avait fait, ce formulaire lui aurait indiqué de préparer un plan alternatif pour le vol au cas où les conditions ne lui permettraient pas de suivre la route prévue, ce qui aurait été excellent, car c'est ce qu'il aurait dû faire de toute façon. Ce formulaire servait simplement de rappel constant de le faire lorsque les conditions atteignaient certains seuils. Malheureusement, lors de cet événement, le pilote n'a jamais prévu de plan B, du moins à notre connaissance. S'il l'avait fait, il lui aurait probablement été beaucoup plus facile, psychologiquement, de changer de plan une fois qu'il aurait réalisé que les conditions pouvaient être trop mauvaises en montagne. Et cela aurait également signifié qu'il aurait pu informer les passagers de cette possibilité afin que cela ne soit ni une surprise ni une déception. Mais maintenant, sans ce plan B, il a augmenté le coût mental de prendre une route moins directe ou de poser l'hélicoptère avant la destination, augmentant ainsi le risque de prendre la mauvaise décision de continuer. C'est ce que nous appelons dans l'industrie le biais de persévérance, ce qui correspond à la destinationnite dont j'ai parlé dans certaines de mes vidéos précédentes. Mais finalement, le NTSB a constaté que la compagnie aérienne ne faisait toujours pas assez pour s'assurer que ses pilotes remplissaient correctement les formulaires de gestion des risques et suivaient les recommandations. Ce qui est important car sans ce suivi, les formulaires deviennent simplement de la paperasse inutile que le pilote va ignorer à sa guise, ce qui est probablement aussi ce qui s'est passé ici. Mais même si vous ne travaillez pas pour une compagnie qui vous fournit des formulaires d'analyse des risques avant chaque vol, ce qui est assez rare pour des petits vols charter comme celui-ci, il est toujours recommandé d'avoir un plan B. C'est ce que nous faisons toujours dans les compagnies aériennes et si vous êtes un pilote privé ou que vous travaillez pour une petite entreprise, vous devriez absolument faire de même. De retour dans l'hélicoptère, en attendant l'autorisation d'entrer dans l'espace aérien de Burbank, le pilote demanda au contrôleur la hauteur des sommets nuageux. Et il a ensuite été rapidement informé que les sommets étaient signalés à 2400 pieds, ce qui signifiait que les nuages faisaient seulement entre 1000 et 1300 pieds d'épaisseur, ce qui est typique d'une couche marine. Le contrôleur a précisé que le pilote devait suivre l'Interstate 5 vers le nord, puis la route 118 à l'ouest, au nord de l'aéroport de Van Nuys, pour des raisons de trafic, ce qui convenait au pilote car il avait déjà prévu ce trajet. Après 11 minutes d'attente, à 9h32, le contrôleur de Burbank a accordé au pilote une autorisation spéciale VFR le long de l'itinéraire indiqué. Et il a ajouté que la météo actuelle à la fois à Burbank et à Van Nuys était toujours une visibilité de 2,5 miles et un plafond nuageux à 1100 pieds.
Le pilote a accusé réception de cette information puis a poursuivi le long de l'Interstate 5 et de la route 118 comme autorisé avant de contacter Van Nuys à 9h35 pour demander une autre autorisation spéciale VFR identique à travers l'espace aérien de cette tour. Celle-ci a également été accordée, donc le pilote a maintenant suivi la route 118 vers l'ouest en passant Van Nuys avant de descendre vers le sud en direction de l'US 101 pour la dernière poussée au-dessus des montagnes. À ce moment-là, Van Nuys a transféré l'hélicoptère au centre Tracon de Californie du Sud, responsable de l'espace aérien à l'ouest, et le pilote les a contactés à 9h40. Il a ensuite informé le contrôleur aérien du Tracon qu'il volait en conditions VFR à 1500 pieds à ce moment-là et qu'il prévoyait de se diriger vers Camarillo. Le contrôleur aérien du Tracon a répondu qu'il perdrait très probablement le contact radio et radar avec l'hélicoptère au-dessus des montagnes et que le pilote devait régler à nouveau le code de son transpondeur sur 1200, qui est le code pour le trafic VFR non contrôlé. Le contrôleur s'attendait alors à ce que le pilote contacte la tour de Camarillo après cela, ce qui signifiait que son service ne parlerait plus à cet hélicoptère. Peu de temps après cette conversation, à 9h42, le pilote a intercepté l'US 101 et a commencé à la suivre vers l'ouest en direction des collines, sans se douter que c'était une erreur qui allait finalement leur être fatale à tous. Alors que l'hélicoptère poursuivait sa route vers l'ouest, des témoins le long de l'US 101 l'ont vu passer au-dessus d'eux, filant juste sous la base nuageuse floue et brumeuse. Les témoins, ainsi que certaines images de caméras de la zone, ont montré que les conditions étaient limites à ce moment-là, avec un plafond mal défini au milieu de beaucoup de brume et de brouillard. D'après les photos et les vidéos, les enquêteurs ont estimé que la visibilité vers l'avant n'était que d'environ 1 à 1,5 miles à ce moment-là, et les sommets des montagnes environnantes étaient complètement obscurcis. À présent, juste devant sur cette route, l'hélicoptère faisait également face à un phénomène météorologique local, connu des météorologues familiers de la région, mais peut-être pas du pilote. Vous voyez, dans des conditions de couche marine comme celle-ci, l'air froid sous la couche pouvait se retrouver piégé dans un point bas le long de l'US 101, juste à l'ouest de Calabasas. Et cela pouvait provoquer une visibilité locale bien pire dans cette zone que dans les environs. Le pilote aurait pu avoir plus de temps pour remarquer la détérioration des conditions en approchant cette zone. S'il n'avait pas maintenu la vitesse de croisière standard de 140 nœuds. Les recommandations de la FAA pour les vols d'hélicoptères en conditions VFR marginales conseillent aux pilotes de ralentir entre 60 et 100 nœuds à l'approche d'une zone à faible visibilité. Et cela doit être fait afin d'augmenter le temps disponible pour réagir si les conditions se détériorent soudainement en dessous des niveaux acceptables. Donc, si ce pilote avait ralenti et essayé d'évaluer objectivement la situation dans laquelle il s'engageait, il aurait peut-être fait demi-tour, mais au lieu de cela, il a simplement continué. La pression qu'il s'est imposée, l'absence de plan B et peut-être une certaine complaisance due à sa familiarité avec le trajet, l'ont maintenant conduit, lui et ses passagers, directement dans ce piège. Mais pour comprendre à quel point ces conditions peuvent être mortelles et pourquoi, je veux parler de quelque chose que nous appelons dans l'industrie VFR vers IMC. C'est un événement dans lequel un pilote opérant selon les règles de vol à vue, c'est-à-dire en se référant aux repères visuels à l'extérieur de l'avion, entre soudainement dans une zone de conditions météorologiques de vol aux instruments. Si cela arrive à un pilote non qualifié pour le vol aux instruments, c'est l'une des situations les plus dangereuses, avec des risques très élevés de désorientation et d'illusions sensorielles. Vous voyez, sans repère visuel, le système vestibulaire humain ne peut pas distinguer entre la gravité et l'accélération et perd donc rapidement sa capacité à déterminer son orientation dans l'espace. Et si vous pensez que la solution consiste simplement à regarder vos instruments, cela peut être le cas, mais en général, ce n'est pas aussi simple. Quand nous, pilotes, obtenons notre qualification de vol aux instruments, nous suivons une formation rigoureuse pour ignorer les signaux vestibulaires et nous concentrer sur un balayage strict des instruments. Cela nous permet de reconstruire notre image mentale de notre orientation. Ainsi, un pilote sans cette formation qui entre dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, IMC, aura du mal à maintenir l'avion sur la route et à l'horizontale, même s'il sait qu'il doit faire confiance à ses instruments. Ce n'est tout simplement pas du tout instinctif. De plus, au moment où un pilote comme celui-ci détourne les yeux de l'indicateur d'assiette pour quelque raison que ce soit, ces puissants signaux vestibulaires commenceront à pousser le cerveau à effectuer des corrections. Et avant même de vous en rendre compte, vous dirigez inconsciemment l'avion dans une spirale.
En fait, c'est exactement pour cette raison qu'il est très difficile de traverser un champ les yeux fermés. Si vous essayez un jour, vous constaterez que pratiquement à chaque fois, vous finirez par tourner en rond. En aviation, cet effet est tellement dangereux que les accidents VFR vers IMC sont en réalité la principale cause de mortalité chez les pilotes privés, pratiquement partout dans le monde. Des études ont même montré que lors des accidents VFR vers IMC, le temps moyen entre l'entrée en IMC et la perte de contrôle ou l'impact avec le terrain n'est que de 178 secondes, ce qui est vraiment terrifiant. Parfois, la réaction des gens face à ces statistiques est de dire « Eh bien, je ne volerai tout simplement pas en IMC ». Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Certains accidents VFR vers IMC sont dus à des pilotes entrant imprudemment en IMC évident, mais la plupart ne sont pas causés ainsi. Au contraire, ils surviennent car les conditions étaient pires que prévues. Et vous êtes trop lent à reconnaître que ce qui était peut-être de bonnes conditions VFR il y a quelque temps est maintenant en train de se transformer en IMC tout autour de vous. Les pilotes continuent parfois à voler dans ces conditions, pensant qu'une meilleure visibilité les attend juste un peu plus loin. Mais même si c'est le cas, seulement quelques minutes en IMC peuvent facilement être fatales. Vous vous demandez peut-être, le pilote de l'hélicoptère de Kobe n'était-il pas qualifié pour le vol aux instruments ? Cela ne signifiait-il pas qu'il pouvait voler en IMC si besoin? Eh bien, la réponse à cela est encore une fois que ce n'est pas si simple. En fait, près d'un tiers des accidents VFR vers IMC impliquent un pilote titulaire d'une qualification de vol aux instruments. Et les deux éléments qui permettent vraiment à un pilote de voler en toute sécurité en IMC sont une mentalité adaptée au vol aux instruments ainsi qu'une expérience récente. Rappelez-vous que ce pilote n'avait que 7 heures de vol réel aux instruments et qu'il n'avait presque jamais rencontré de conditions IMC en dehors de l'environnement d'entraînement, puisque Iceland Express n'effectuait que des vols VFR. Eh bien, à cause de cela, il y a de fortes chances que ses compétences de vol aux instruments étaient assez rouillées et, pour aggraver les choses, il y a peu de chances qu'il ait développé une mentalité IFR avant ce vol. Même les pilotes IFR expérimentés peuvent rencontrer des problèmes en IMC lors d'un vol VFR s'ils sont dans une mentalité VFR, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur le fait d'éviter les nuages et de regarder à l'extérieur. À mesure que les conditions se détériorent, cette tâche devient plus complexe et exigeante, jusqu'à ce que, soudainement, ils se retrouvent en IMC, mais leur attention reste entièrement focalisée sur la tentative de voir devant eux au lieu de passer sur leurs instruments. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'un pilote doit vraiment être mentalement préparé au vol aux instruments pour que cela soit une réussite. Dans l'aviation de ligne où je travaille, tout se fait en IFR. Donc, du moment où nous décollons jusqu'au moment où nous avons la piste en vue avant l'atterrissage, nous ne faisons que regarder nos instruments. Cela signifie que lorsque nous volons en IMC, dans les nuages ou peu importe où, nous sommes tellement préparés que cela ne fait absolument aucune différence. Mais la dernière chose que vous voulez faire, c'est essayer de passer aux instruments après avoir déjà perdu les références visuelles lors d'un vol VFR, car à ce moment-là, vous avez très peu de temps avant de commencer à perdre vos repères. Et avec cela en tête, revenons à l'histoire. Alors que le pilote poursuivait sa route à travers les collines, le relief sous lui commença à s'élever jusqu'à ce que la distance entre le terrain et la base des nuages soit très proche de la hauteur minimale d'exploitation de la compagnie, soit 300 pieds. Le pilote pouvait encore espérer pouvoir se faufiler sous la base des nuages, mais cet espoir fut anéanti quelques secondes plus tard lorsqu'il franchit le point culminant et atteignit cette zone basse où l'air froid s'était accumulé. Vous vous rappelez celle mentionnée plus tôt? Un témoin a décrit avoir vu l'hélicoptère disparaître dans ce qui ressemblait à un mur de nuages, bloquant complètement la vue vers l'ouest. Et avec une visibilité déjà réduite à environ 1 mile et une vitesse horizontale de 140 nœuds, le pilote n'aurait pas eu assez de temps pour voir cela arriver avant de se retrouver soudainement à l'intérieur. 2 secondes après que le témoin ait vu l'hélicoptère disparaître, le pilote a appelé le contrôleur Tracon et lui a dit qu'il était maintenant en IMC et qu'il prévoyait de monter au-dessus de la couche. Mais ce n'était pas ce que les pilotes étaient formés à faire lors d'une entrée en IMC. Au contraire, les pilotes avaient appris qu'entrer en IMC est une situation d'urgence qui exige d'abord d'assurer le pilotage et la navigation avant d'essayer de communiquer. Chez Iceland Express, la procédure était d'utiliser l'indicateur d'assiette pour maintenir le vol en palier avec les commandes de tangage et de roulis,
régler la poussée moteur à 70 à 75% de couple, établir une montée positive à 75 à 80 nœuds sur le cap actuel, et n'effectuer des virages que si cela était indispensable pour éviter des obstacles connus. Une fois que l'hélicoptère était établi dans cette configuration, ce qui ne devait prendre que quelques secondes, la procédure prévoyait alors d'engager le pilote automatique afin de permettre à celui-ci de sortir l'hélicoptère de la zone IMC avant que le pilote n'ait le temps d'être désorienté. Et surtout, ce n'est qu'après avoir vérifié que le pilote automatique emmenait l'hélicoptère en sécurité que le pilote devait contacter le contrôleur aérien, déclarer une situation d'urgence et préciser qu'il s'agit d'un vol VFR en conditions IMC. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que ce pilote a fait. Au lieu de cela, il a essayé de commencer la montée et de la signaler au contrôleur aérien en même temps. Cela s'est avéré doublement inapproprié, car le Tracon ne lui fournissait plus de service, ce qu'il avait confirmé quelques minutes plus tôt. Les directives de la FAA signalent qu'en pareille situation, votre premier réflexe serait sans doute de contacter le contrôleur aérien, cherchant naturellement de l'aide face au stress. Donc, le fait qu'il ait passé cet appel malgré sa formation suggère qu'il était désormais soumis à un stress important. Pour aggraver les choses, dans les minutes qui ont précédé, un changement d'équipe avait eu lieu au Tracon. Donc, le contrôleur aérien qui a entendu cet appel n'était pas le même que celui avec qui il avait parlé une minute plus tôt. Ce nouveau contrôleur aérien n'avait aucune idée de qui il était ni de sa position, car son hélicoptère apparaissait sur le radar comme un appareil VFR générique émettant le code 1200. En d'autres termes, ce n'était pas sa responsabilité. Donc, pour pouvoir aider le pilote, il devait d'abord l'identifier sur le radar. Les contrôleurs aériens demandent au pilote d'activer la fonction ident du transpondeur. Le pilote devrait appuyer sur le bouton ident du transpondeur, mettant ainsi en évidence le code de l'avion sur le radar du contrôleur aérien. Mais cela exigerait aussi que le pilote trouve ce bouton. Donc c'était exactement ce qui venait de se passer. Et à ce moment-là, l'hélicoptère était en montée de 1500 pieds par minute, ce qui était beaucoup plus rapide que le taux de montée spécifié dans la procédure d'urgence VFR vers IMC. Cela suggérait à nouveau que le pilote était sous pression, peut-être même légèrement en train de paniquer à ce moment-là, et qu'il ne suivait clairement pas sa formation. Il est possible qu'il se soit souvenu que le sommet des nuages n'était pas très loin au-dessus de lui. Alors, il a peut-être pensé que s'il montait assez rapidement, il pourrait repasser en condition de vol à vue avant d'avoir le temps d'être désorienté. Mais quand le contrôleur aérien lui a demandé d'activer le transpondeur en mode ident, il a dû détourner son attention de l'indicateur d'assiette pour chercher et appuyer sur ce bouton. Et dans ce bref moment de distraction, la désorientation a pris le dessus. Quelques secondes plus tard, l'hélicoptère a cessé de monter à une altitude de 2370 pieds, puis a commencé à descendre. Jusqu'à ce moment-là, le pilote était également engagé dans un virage à gauche qui suivait de près la route US 101, ce qui suggère qu'il avait encore une certaine idée de sa position par rapport aux repères désormais invisibles. Mais cela a également changé à ce moment-là. Presque au même moment où l'hélicoptère a commencé à descendre, le virage à gauche s'est accentué, s'écartant de la route US 101 et entrant dans une spirale de plus en plus serrée. Le contrôleur aérien a demandé au pilote d'indiquer ses intentions et il a répondu qu'il montait à 4000 pieds. Mais à ce moment-là, l'hélicoptère était en réalité en train de descendre rapidement, ce qui prouve que le pilote était désormais gravement désorienté. Ici, il subissait très probablement deux illusions vestibulaires simultanément. La première était l'illusion somatographique, qui se produit lorsque le système vestibulaire interprète une accélération vers l'avant, comme une assiette à cabrer, amenant le pilote à croire que l'appareil monte alors qu'il accélère en réalité vers le bas. Et la seconde est connue sous le nom de l'illusion des inclinaisons, ou LINS, qui se produit lorsque le cerveau s'adapte à un roulis continu et réinterprète cette orientation comme étant le nouveau vol en ligne droite, ce qui pousse le pilote à augmenter à tort l'angle de roulis pour poursuivre le virage. Ainsi, affecté par ces deux illusions et incapable de se réorienter vers une lecture des instruments sous un stress extrême, le pilote n'avait probablement aucune idée qu'il était en train de spiraler vers le flanc d'une montagne. Suite au rapport du pilote indiquant qu'il montait à 4000 pieds, le contrôleur aérien lui a demandé ce qu'il comptait faire une fois à cette altitude, mais il n'y a eu aucune réponse.
Presque au même moment, un témoin sur une piste cyclable près de l'US 101 a vu l'hélicoptère descendre soudainement hors des nuages à grande vitesse avant de percuter le flanc d'une montagne et d'exploser. Le témoin a immédiatement appelé les services d'urgence puis s'est précipité sur les lieux pour chercher des survivants, mais malheureusement, les 9 occupants, dont Kobe Bryant et sa fille, avaient été tués sur le coup lors de l'impact. Le Bureau national de la sécurité des transports a conclu que la cause de l'accident était la décision du pilote de poursuivre le vol en VFR dans une zone de visibilité dégradée, jusqu'à ce qu'il perde ses repères visuels et devienne désorienté. Ils ont cité le biais de continuation du plan et la pression auto-infligée pour terminer le vol parmi les raisons ayant conduit à la décision mal avisée du pilote. Les enquêteurs ont également constaté que, bien qu'Eastland Express ait dépassé les exigences réglementaires en adoptant un système de gestion de la sécurité pour traiter les questions de sécurité de manière proactive, ce système n'avait pas été entièrement mis en œuvre. Et par conséquent, il n'a pas détecté que les pilotes ne faisaient pas de préparation adéquate pour les vols dans des conditions météorologiques marginales. Mais cet accident illustre un problème qui va bien au-delà de cette seule compagnie et du pilote. Le fait est que ce type d'accident arrive assez souvent aux pilotes privés et aux petits vols charter, coûtant de nombreuses vies au fil des années, y compris celles d'autres célébrités comme John F. Kennedy Jr. et Buddy Holly. J'ai choisi de mettre en avant ici sur cette chaîne l'accident de Kobe Bryant, car il sert d'exemple célèbre des dangers du vol VFR dans des conditions IMC, même si vous possédez une qualification de vol aux instruments et que vous pilotez un appareil capable de voler en IFR. Donc, si vous êtes pilote privé ou si vous travaillez pour une entreprise qui effectue des vols VFR, la meilleure façon d'éviter ce genre de situation est de vous fixer des minimums clairs et quantifiables en termes de visibilité et de plafond nuageux. Et soyez toujours prêt à annuler ou à vous poser immédiatement si les conditions semblent devoir passer en dessous de ces minimums. C'était évidemment un épisode un peu différent de mes vidéos habituelles axées sur les compagnies aériennes. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets. J'ai maintenant une équipe formidable de chercheurs et de scénaristes qui m'aident et nous pouvons expliquer presque n'importe quel incident qui pourrait vous intéresser, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je tiens aussi à vous dire que j'adore lire tous vos commentaires et suggestions qui affluent dès que nous publions une nouvelle vidéo. Regardez simplement ces magnifiques commentaires. Chez Mentour Pilot, nous avons toujours écouté notre fidèle audience et c'est ce qui nous pousse à essayer de créer le meilleur contenu possible. Sachez que nous ne considérerons jamais l'engagement de notre communauté comme acquis, alors je voulais profiter de cette occasion pour vraiment vous remercier tous. Continuez à nous faire part de vos avis, de vos connaissances et de vos ressentis, et j'essaierai de mettre en avant quelques-uns de vos commentaires les plus sincères ici à chaque épisode. Qui sait? Peut-être que ce sera le vôtre la prochaine fois. Je devrais également mentionner que si nous pouvons faire cela et rémunérer toute l'équipe, c'est grâce au soutien de nos formidables sponsors et surtout de notre communauté Patreon. Et si vous souhaitez nous aider à continuer, veuillez scanner ce QR code ou aller sur patreon.com/join/mentourpilot pour vous inscrire. C'est vraiment apprécié et vous pourrez participer à des rencontres sympas ainsi que voir toutes nos vidéos avant tout le monde. Je m'appelle Peter Hornfeld et vous regardez Mentour Pilot. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.